Alors, monsieur, bonsoir et merci d'être en direct sur Télé Africa dans le cadre de votre nouveau rendez-vous politique, le Métronome. Le Métronome est donc une émission conçue par la direction de l'information et de la production des programmes de Télé Africa afin de pouvoir aborder toutes les thématiques en rapport avec la politique dans notre pays, le Gabon. Ce sera donc un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi afin de vous donner dans le menu détail toutes les principales actions qui sont mises en relief par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, mais également les actions qui sont élaborées par les acteurs, que ce soit de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, de l'opposition gabonaise, mais aussi de la société civile. Et pour notre premier rendez-vous de la semaine en ce qui concerne cette nouvelle émission qui également consacre la rentrée de la saison sur Télé Africa en ce qui concerne les émissions en caractère politique, j'ai le plaisir de recevoir dans ce premier numéro de l'émission Le Métronome, Pierre Baganga Moussavou. Monsieur Baganga Moussavou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Je rappelle que Pierre Claver Baganga Moussavou est un acteur politique de premier plan au Gabon. Il a été un haut fonctionnaire du Fonds monétaire international. Il a été plusieurs fois ministre d'État dans plusieurs gouvernements de feu le président Omar Bongo Ondimba. Il a été vice-président de la République il y a encore 2 ans de cela. Il est président du Parti social-démocrate, le PSD, qui est une formation politique de l'opposition gabonaise. Il a été à 4 reprises candidat aux élections présidentielles et il a clairement dit il y a quelques semaines qu'il sera à nouveau pour la 5e fois candidat à la présidentielle qui aura lieu en 2023. C'est bien ça, Pierre Claver Baganga Moussavou? C'est cela. Voilà. On va donc rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne notre émission, le Métronome, peut-être pour aborder des questions en rapport avec l'actualité brûlante en ce qui concerne le Parti social-démocrate. C'est évidemment l'organisation des congrès provinciaux, mais également départementaux sur l'ensemble du territoire. Mais avant qu'on aborde ce point-là, je voudrais quand même que l'on commence par l'organisation prochaine, au mois d'octobre, des élections partielles sur 3 sièges au Gabon. 2 sièges verront la participation des candidats du Parti social-démocrate. Je crois que c'est dans le premier siège de Logulu, à Mimbongo, et dans le deuxième de la Zadie, dans la province de Logoué-Ivindo. Mais il semblerait que Pierre Claver Baganga Moussavou ait décidé de faire invalider la candidature d'un militant du Parti démocratique gabonais investi au siège de la Zadie. Pourquoi avoir pris cette décision? Tout simplement parce qu'il faut coller avec les préceptes de la loi. Vous savez que lorsque vous présentez un candidat, vous scellez avec ce candidat, comme pour les mariés, vous scellez un acte. Et vous accompagnez votre candidat. Et lorsqu'il vient à démissionner, il faut savoir qu'il reste toujours député. Et député de votre parti, jusqu'à ce que vous preniez acte d'abord, vous saisissiez l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui proclame la vacance du siège. Tant que le siège n'est pas déclaré vacant par la Cour constitutionnelle, le député reste député, le démissionnaire reste député, et s'il reste député, il est bien entendu député de votre parti, c'est-à-dire ici en l'occurrence député du Parti social-démocrate. Donc le PSD que vous dirigez attend incessamment le rendu du juge constitutionnel? Oui, c'est-à-dire que nous avons introduit un recours pour faire constater à la Cour que depuis le rendu de la Cour, depuis la vacance proclamée par la Cour, parce qu'il faut que la Cour constate dûment la vacance du siège, depuis cette date, jusqu'à l'organisation, jusqu'à la réception des candidatures et à leur rendu public, c'est-à-dire le 15 septembre,
il ne s'est pas écoulé 4 mois. Et c'est pour cette raison que nous pensons, comme d'habitude, nous adresser à la Cour pour que la Cour se prononce sur ce dispositif qui fait que celui qui a décidé de quitter notre parti pour intégrer le Parti démocratique gabonais, conformément à la loi, il faut qu'il ait passé 4 mois pour pouvoir briguer au nom de son nouveau parti un siège quelconque. Donc c'est à la Cour de nous dire si cette lecture est valable, mais il faut quand même savoir que nous avons été surpris de voir que dans ce pays, il y a des situations incongrues. Comment voulez-vous qu'un député élu avec son sénateur, quand le député meurt, il n'emporte pas le sénateur ad patres, le sénateur prend sa place, le suppléant prend sa place. Lorsqu'il entre au gouvernement, le suppléant, qu'il soit suppléant à la députation ou suppléant au Sénat, prend la place du titulaire. Mais quand le titulaire démissionne, alors que ce sont des députés tous deux, non pas des indépendants, des députés du parti qui les a tous présentés, parce que ce sont les militants du parti, que le titulaire démissionne et le suppléant est considéré comme tout aussi démissionnaire que son titulaire. C'est une incongruité de la loi et vous souhaiterez évidemment que cette disposition-là soit toilettée. Bien entendu, à la rentrée, je demanderai à notre député de pouvoir introduire un correctif dans ce sens, comme d'ailleurs pour ce qui concerne les retraites. Je ne comprends pas pourquoi un député, en 30 mois, il a droit à la retraite, que le ministre, il lui faut 36 mois, que le Premier ministre, qui est au niveau de l'exécutif, il lui faut 5 ans, que le vice-président, il faut qu'il ait passé 7 ans, alors que le président de la République, dès qu'il prête serment, s'il advenait qu'il quitte ses fonctions aussitôt après, il a les avantages d'un ancien chef d'État. Ça devrait être le cas et pour le vice-président et pour le Premier ministre, membre de l'exécutif. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait partout ailleurs qu'au Gabon. Ce sont des incongruités qu'il faut corriger, car nous sommes dans un pays de droit, nous ne sommes pas dans une république bananière où on fait les choses à la tête du client. Pierre-Claver Maganga Moussa, vous faites bien d'aborder ce point relatif donc à ce toilettage du fichier électoral ou du moins de certaines dispositions de la loi qui consacre l'organisation des élections au Gabon, puisque 2023 c'est dans une dizaine de mois maintenant dans notre pays et il y a cette mobilisation de certains acteurs, notamment de la société civile et de l'opposition gabonaise qui ont élaboré soit des mémorandums soumis à l'appréciation même de la haute juridiction. Quel est le regard de Pierre-Claver Maganga Moussa, vous, par rapport à cette thématique, cette question relative au fichier électoral 10 mois avant la présidentielle? Disons relatif à la transparence électorale. Je voudrais d'abord dire que j'ai honte, à la place de ceux qui gouvernent, qu'on ne puisse pas identifier moins de 1,5 million d'habitants, des Gabonais. La préoccupation d'un gouvernement, c'est d'identifier au moins ses sujets, au moins ses concitoyens. Or, nous n'arrivons pas à identifier les Gabonais. Alors, on va arriver aux élections présidentielles sans que les Gabonais aient leur carte d'identité. J'avais suggéré en son temps, comme c'est le cas au Sénégal, pour ne pas citer ce pays, que lorsque vous vous inscrivez sur la liste électorale avec des données biométriques, lorsqu'on vous donne votre carte d'électeur, on vous donne aussi votre carte d'identité. Ce sont les mêmes renseignements qui sont au niveau de la carte d'électeur, ce sont les mêmes informations
qui sont au niveau de la carte d'identité. Vous voyez, on fait d'une pierre deux coups. Mais comme l'opération carte d'identité donne lieu à de l'argent qu'on se met dans les poches, on sépare les deux et on ne veut pas aider le pays, l'État à faire des économies. Mais c'est ce qui se fait dans un pays comme le Sénégal, et le Sénégal s'en tire bien pendant que nous tirons les pieds, nous traînons les pieds pour ne pas mettre en place un dispositif pourtant simple. Pierre-Claver, vous aviez pris part à l'ensemble des rendez-vous, des grands conclaves qui avaient pour objectif de toiletter le fichier électoral. Ce n'est pas faute de proposer des solutions que je propose encore maintenant. Et d'ailleurs, à ce qui concerne la transparence électorale, vous savez que très vite, j'ai invité toute la presse pour demander, pour éviter qu'il y ait encore des soubresauts après chaque élection présidentielle, qu'il fallait voir là où le bas blesse, c'est-à-dire la transmission des résultats. Et j'ai dit, comme tout résultat est devenu public au sortir de chaque bureau de vote, on filme le procès verbal et d'un clic, on l'envoie au CGE, d'une part, et on l'envoie au CND où tous les partis politiques sont rassemblés à l'occasion des élections présidentielles. Alors, et ensuite, au fur et à mesure que les résultats arrivent, vous pouvez vous imaginer qu'autour de 20h, 21h, on a une idée et le CND peut indiquer uniquement les tendances. Quant à ce qui concerne le CGE, il attend bien entendu l'arrivée des procès-verbaux physiques pour pouvoir ensuite annoncer les résultats, les envoyer non pas à la Cour, qui n'est pas une cour politique, mais les envoyer au CND pour que les partis politiques mettent en place des commissions, vérifient les réclamations des uns des autres et fassent un compte-rendu exhaustif à la Cour. Et s'il y a des dissensions, la Cour va juger, va trancher, et s'il n'y a pas de dissension, la Cour est obligée d'accepter les résultats tels que les politiques les ont recensés et discutés. On vous reconnaît, Pierre-Claver Bougaga-Boussavou, d'avoir joué aux côtés d'autres acteurs politiques de premier plan de la majorité ou de l'opposition, d'avoir joué un rôle important, évidemment, dans ce processus de toilettage du fichier électoral gabonais, tout comme on vous pointe un doigt accusateur, vous particulièrement, parce que vos détracteurs sont aises en disant que lorsque vous rhabillez le vêtement de l'opposant, vous devenez un peu amnésique. Pourtant, vous étiez vice-président de la République il y a quelques années seulement, 2 ans je crois. Lorsque vous êtes avec le pouvoir, vous avez un autre discours, plutôt lénifiant. Et lorsque vous revêtez l'habit de l'opposant radical, vous faites dans le développement d'un discours populiste. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. On peut réécouter. Je me suis adressé une fois à la nation. Lorsque Ygendon et les autres ont parlé de monarchisation du pouvoir. J'ai dit qu'on faisait injure à Pierre-Claver Maganga-Moussavou parce que moi, vice-président, je n'accepterais pas la monarchisation du pouvoir. Il fallait le faire en tant que vice-président de la République. Et que je veillais à ce que la démocratie prenne son envol. Nous avons été aux accords à Akanda, nous avons sorti des accords, malheureusement, comme en 90, comme en 94, comme en 2006 à Rambo, en 2017, nous avons mis en place des résolutions et ce sont les mêmes qui ont détricoté ces résolutions, qui sont allés souffler au président de la République qu'il ne fallait pas appliquer. Vous allez voir la difficulté que nous allons avoir avec le Sénat, puisque bientôt nous irons aux élections locales, c'est-à-dire 3 ans après qu'on ait mis le Sénat, il restera encore 3 ans. Alors que le collège électoral qui aura élu les sénateurs aura disparu. Bien entendu, on va me dire
que certains sénateurs sont nommés. De toute façon, si je suis président de la République, je supprimerai la nomination des sénateurs par le président de la République, d'autant plus que ce qu'on a constaté, bon, il n'avait pas toutes ses capacités intellectuelles pour désigner qui devait le faire, mais quand on doit nommer un président de la République... Alors, le président de la République vous avez mis dans la confidence qu'il n'était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles. J'assume ce que je dis. Je dis qu'il ne pouvait pas, lui, dans la situation où il était, le connaissant, accepter de nommer rien que des pédigistes, alors qu'il est... Mais Pierre Claver Manganga Moussabou, on est en direct à la télévision. Je rappelle quand même que, parce que vous faites référence là à la situation du président de la République, je rappelle que Pierre Claver Manganga Moussabou, vice-président, et Emmanuel Isoza Ngondé, alors que Ali Bongo Ondimba venait de faire son accident vasculaire cérébral il y a quelques semaines seulement à Riyad et qu'il a été transporté au Maroc, vous aviez effectué une mission au Maroc, au royaume chérifien, avec le feu Isoza Ngondé, Premier ministre alors, je crois, la présidente de la Cour constitutionnelle, et vous aviez affirmé à la face du monde qu'Ali Bongo Ondimba se portait bien. Aujourd'hui, si vous dites que... Non. Vous aviez dit quoi? Non. Ne me faites pas dire, et à Isoza Ngondé, et à moi-même, ce que nous n'avons pas dit. Nous avons dit que le président, et je l'ai répété à Franceville, que le président avait eu un AVC. On me l'a reproché. Parce qu'il faut pas... Mais qu'il allait bien. Non. Je n'ai pas dit qu'il allait bien. Mais qu'il fallait lui laisser le temps de se soigner. Et vous pensez que jusqu'à la nomination de sénateur, il n'avait pas retrouvé les... Aujourd'hui, nous savons que c'est moins le président qui prend les décisions qu'un groupuscule d'individus qui fait n'importe quoi. Parce que je connais le président, nous avons travaillé ensemble des années durant, je le connais droit, assez droit dans certains domaines pour qu'il ne nomme pas 15 sénateurs qui soient uniquement de la majorité. Vos adversaires disent que vous n'avez pas terminé de solder votre compte avec certains collaborateurs proches du chef de l'État à qui vous faites le reproche d'avoir manœuvré dans l'ombre pour vous faire partir de la vice-présidence. Voilà pourquoi vous avez la dent dure envers ses compatriotes. Vous savez, il faut me laisser terminer un certain nombre de développements. Allez-y. J'ai dit qu'il ait pris les décisions, c'est encore plus grave. Que d'autres aient pris la décision à sa place, ça ne le dédouane pas, mais on peut le comprendre. Pour que je ne pense pas attribuer au président de la République la nomination de 15 sénateurs qui soient exclusivement, alors qu'il a prêté serment, qu'il commette un tel parjure où il ne prend que des éléments de son camp. Ça, c'est d'un. En ce qui concerne notre séjour au Maroc, vous avez vu que j'étais en difficulté, c'est-à-dire que j'étais peiné de voir un frère dans une situation difficile. Mais ce n'est pas nous qui allions venir dire, en tant qu'homme d'État, que tout va mal, qu'il faut déclarer la vacance. Il faut laisser le temps au temps. Nous sommes des êtres humains. Quand quelqu'un est malade, il faut lui donner la possibilité de se rétablir. Et le temps vous a donné raison puisqu'il va mieux. S'il va mieux, le temps m'a donné raison. J'espère qu'il va mieux. Parce que vous le voyez, tout le monde le constate quand même. Il est très présent sur le champ politique. Il a un agenda qui est chargé. Il est offensif sur le plan de la diplomatie et la coopération internationale. Ne nous voilons pas la face. Le président travaille, c'est quelqu'un qui, avant qu'il ait son AVC, était truculent, était de tous les voyages. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Non, il adapte son agenda en fonction de la réalité du moment. Mais vous le savez qu'il y a 3 ou 4 ans, la situation n'était pas la même aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que le président n'est pas dans le meilleur de sa forme. Il faut que nous le reconnaissions et qu'il doit se ménager. Vous êtes un acteur politique de haut vol, vous n'êtes pas médecin. Donc. Non, il doit se ménager. Vous n'avez pas le bulletin de santé de Ali Bongo Ondimba. Il doit se ménager et je n'ai pas besoin d'être médecin pour dire que le président
que je retrouve aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et que ce faisant, même le plus petit des Gabonais sait reconnaître un président en pleine forme, un président en méforme, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas assumer ses responsabilités jusqu'à la fin de son mandat, s'il le souhaite. Pierre Claver Monganga Moussa, vous, président du Parti social-démocrate, acteur politique, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, votre formation politique depuis quelques semaines organise donc des congrès provinciaux et départementaux sur l'ensemble du territoire. Dans quel objectif? Rebooster le fonctionnement du parti, préparer déjà les élections générales de 2023? Non seulement tout cela rentre dans la perception qu'un parti politique doit faire, dans les visées des partis politiques, mais vous ne pouvez pas être chantre de la provincialisation sans déconcentrer, sans décentraliser, y compris votre façon de faire pour atteindre le militant de base qui doit vous donner son assentiment. Et sur le programme, la provincialisation, la déconcentration, la décentralisation, pour que le développement parte du village, structure de base, du district, du département, de la province, pour faire ensuite corps au niveau national. C'est-à-dire changer de paradigme. Aujourd'hui, tout se passe à Libreville et le président de la République n'a pas le don d'ubiquité pour être partout à la fois et décider de tout. Et c'est pour cette raison qu'on lui a donné la possibilité d'avoir des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, pour qu'ils soient le prolongement du président de la République dans nos provinces, dans nos départements et dans nos districts. Malheureusement, ils sont bien là, mais ils n'ont pas les moyens d'assumer les missions qui sont les leurs, celles de prolonger l'action du chef de l'État et d'agir au nom du chef de l'État dans ses provinces, dans ses départements et dans ses districts. Il faut corriger cela parce que vous voyez qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, c'est le vide total. Tout le monde se concentre à Libreville à la recherche d'un paradis perdu, en pensant que le président de la République, le gouvernement étant à Libreville, c'est là qu'ils trouveront le bonheur, qu'ils auront un travail, qu'ils auront l'éducation des enfants, la santé des enfants, le logement. Et malheureusement, ils vivent dans des zones de non-droit, dans des zones sous-intégrées et mettant même en difficulté le gouvernement et accroissant l'insécurité. Pourquoi? Parce que ces gens qui viennent et qui n'ont pas de travail, de quoi vivent-ils? Ils vivent d'expédients, ils vivent de rapines, ils vivent de vols. Et cela met en difficulté davantage le gouvernement que d'autres, que l'opposition. Pierre Claver Monganga Moussa, vous venez donc de parler de la provincialisation. On rappelle quand même que c'est un concept ou un projet qui vous est cher, que vous avez présenté aux Gabonais lorsque vous vous êtes présenté aux élections présidentielles pour la première fois en 1993. Vous y croyez dur comme fer en la provincialisation. Alors, tout à l'heure, vous venez de parler des gouverneurs, des préfets, peut-être des conseillers locaux, comme quoi il devait être le prolongement de la politique élaborée par l'exécutif. Les conseillers locaux sont le prolongement des populations. D'accord. Alors, le 12 septembre dernier, la chef du gouvernement, Rose Christiane Sokaraponda, dans une déclaration, annonçait donc qu'à partir de cette année 2022, le président de la République mettait à la disposition, le gouvernement mettait à la disposition des 9 capitales provinciales la somme de 2 milliards de francs CFA pour la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, structurant notamment. Est-ce que vous y croyez? D'abord, il ne s'agit pas... C'est le plan projet de développement local. D'abord, il faut restituer ce qu'elle a dit. Elle a dit 2 milliards pour Libreville, capitale du Gabon, et 2 milliards pour chaque capitale provinciale. Donc, moi, quand je fais le compte, je ne trouve pas 18 milliards, je trouve 20. Puisqu'Akanda est devenue capitale de l'estuaire et Libreville, capitale du Gabon. Donc, ça fait 9 18 plus 2, 20 milliards. 20 milliards. Il faut que les Gabonais le sachent. Bon. Ensuite, vous savez, je ne
pourrait pas rejeter cette idée de donner 2 milliards, si c'est par là qu'il faut commencer. Mais laissez-moi d'abord vous dire, même si c'est une pâle copie de la provincialisation, mais c'est déjà bien que tout le monde se souvienne de cette idée de provincialiser, de donner les moyens à ceux qui sont à côté du feu et qui écoutent le bruit de la marmite. Ici, marmite, feu entendu, population avec toutes les récriminations, et les gouverneurs sont là pour faire face à ces récriminations. Donc il y a nécessité que le gouvernement donne aux gouverneurs et les moyens humains et les moyens financiers pour y venir. Et mettre en relief les mécanismes de contrôle aussi, c'est très important. Bien sûr, les mécanismes de contrôle, pour nous, Parti social-démocrate, c'est en nommant 17 conseillers triés sur le volet, avec un même niveau dans toutes les provinces, qu'ils vont examiner le budget proposé par les gouverneurs et les préfets, le contrôler et rendre compte, le voter et rendre compte à l'autorité de l'administration, c'est-à-dire le président de la République, qui doit, lui, qui est le premier des responsables, qui tous les 7 ans rend compte aux populations de ce qu'il a fait, des moyens financiers et humains qu'on a mis à sa disposition en l'élisant président de la République. Alors, Pierre Claver Monganga Moussa, vous, on parle de la provincialisation et évidemment, vous êtes convaincu que ce serait peut-être le début de la mise en relief, ou bien en orbite de développement du Gabon. On rappelle quand même qu'Omar Bongo Ondimba, puisque vous dites que le projet ou le plan de développement local que souhaite implémenter Ali Bongo Ondimba est une pâle copie de la provincialisation, mais feu Omar Bongo Ondimba, dans les années 70, avait déjà lancé le concept des fêtes tournantes sur l'ensemble du territoire. Ça a été repris dans les années 2000, Pierre Claver Monganga Moussa, avec l'échec qu'on connaît, puisque malheureusement, il y a eu des milliards qui sont sortis, mais pour la réalisation de peu de projets, on a mis ça sur le dos des politiques, des acteurs politiques. Laissez-moi maintenant vous dire que s'il s'agit d'un problème que je maîtrise, vous me le reconnaîtrez, que lorsque Madame le Premier ministre dit devant la nation, nous sommes au mois de septembre, n'est-ce pas, que cette année, nous allons mettre donc 20 milliards, ce n'est pas budgétisé, c'est du hors budget. Il faut d'abord qu'on le reconnaisse. Même ce qui est dans le budget n'est pas exécuté. Est-ce que c'est ce qui est hors budget? Et où le prend-on? Où prend-on cet argent? Vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes plus aux affaires. Non, écoutez, laissez-moi vous dire, où prend-on cet argent? Nous avons une Bible, nous avons un document, c'est le budget. Vous voulez vous rendre compte de la véracité de ce que dit le Premier ministre, vous allez au budget. La loi de finances? Dans la loi de finances. Et si ce n'est pas là-dedans, on doit pouvoir dire, nous avons eu des recettes exceptionnelles, nous demandons à l'Assemblée nationale l'autorisation d'utiliser cet argent, c'est le budget additionnel, et par conséquent, nous allons dégager 20 milliards pour telle ou telle action. Mais ce n'est pas ce qui est fait. C'est comme lorsqu'elle avait déclaré que nous allons avoir une autoroute de 3 fois 3 voies. J'étais obligé de lui dire qu'il n'en existe nullement au monde. Peut-être 2 fois 3 voies, mais 3 fois 3 voies, j'ai du mal à imaginer cela. Et quand je suis allé sur le terrain, puisque, vous savez, je suis arrivé à peine 1 heure de Mouila et Lambaréné, où j'ai dormi, il n'y a pas 3 fois 3 voies, il n'y a pas 2 fois 3 voies, il n'y a pas 2 fois 2 voies. Il y a une route de 10 mètres, mais à l'impossible, nul n'est tenu. On n'est pas obligé de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Si c'est une route élargie à 10 mètres, on dit on élargit la route à 10 mètres et on applaudit. Mais si c'est une autoroute, on dit que c'est une autoroute. Mais en l'occurrence ici, ce n'est pas une autoroute. C'est d'ailleurs ce qui fait que le président, non pas que j'approuve qu'il ait dissous les travaux publics, mais il aurait commencé par frapper du poing sur la table pour que
tout le gouvernement soit mis à la porte, Pierre. parce que c'est le premier des membres du gouvernement qui doit assumer. Pierre-Claver Bonganga-Moussavou. Qui doit assumer les carences du gouvernement. On est toujours en train de parler de la provincialisation de votre projet que vous allez à nouveau présenter aux Gabonais. Alors, vous l'avez peaufiné, vous l'avez amélioré, vous le présentez sous le même format? Disons que, vous savez, quand on est jeune, on est imbu d'un certain nombre de choses et imbu de sa personne. On ne voit pas les écueils souvent. Et au fur et à mesure de l'avancée en âge, on se rend compte qu'on aurait pu peut-être trébucher ici et là. Donc on peaufine son projet et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous voulons partager ce projet avec les Gabonais, que ce ne soit plus le projet ni de Bonganga-Moussavou ni du PSD, même si nous sommes porteurs, mais que ce soit un projet qui soit accepté, admis par tous les Gabonais, que chaque Gabonais fasse sien ce projet. En quoi est-ce que le projet estampillé provincialisation proposé aux Gabonais par Pierre-Claver Bonganga-Moussavou en 1993 diffère-t-il de celui de 2022? Mais parce qu'il y a plus de détails. Je prends un exemple. En 1993, nous n'avions pas parlé du revenu universel minimum de solidarité de 25 000 francs par mois, qui va permettre de régler les problèmes de l'allocation familiale, qui va régler le problème des bourses des jeunes au collège, qui va permettre de donner un minimum à ceux qui sont dans les villages, qui ne travaillent pas, c'est-à-dire la prise en compte de tous les Gabonais, parce que ce que nous avons dans le sol et le sous-sol n'appartient pas qu'à une seule famille ou qu'à un seul homme, appartient à tous les Gabonais. Une façon de redistribuer équitablement le revenu national et faire participer tout le monde et inciter à la mise en place d'une population optimale d'au moins 5 millions d'habitants pour que nous puissions nous assurer la capacité à gérer un pays de 267 667 km². Mais la provincialisation, pour vous, c'est surtout la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures de base, j'imagine. Oui. Et en 1993, je n'avais pas encore pensé à la route du développement, cette route qui va faire que l'intérieur du pays, qu'on tourne le Gabon qui est tourné en arc de cercle vers l'extérieur, va se tourner par ces infrastructures routières vers l'intérieur du pays, avec une route du développement, parce que nous avons la chance d'avoir deux ports en eau profonde, Ovendo et Mayumba, et nous allons partir, nous allons construire une autoroute 2 fois 2 voies Libreville-Mayumba, et avec des voies connexes, nous partirons de Coco Beach, Poutoum, nous partirons de Bitam, de Mivoul, d'Oyem, de Bibas, de Sam, de Medoune jusqu'à Coco Beach. Nous partirons d'Oyem pour Minzik, Lalara, Njolé, avec des viaducs pour arriver, parce que la route est tellement chaotique à ce niveau-là, pour arriver à Bifoun, nous partirons de Franceville, de Makoko, de Mekambo, laissez-moi un instant, de Mekambo, Makoko, au vent, Komameyon. Nous partirons de Boué à Komameyon, de Komameyon à Lalara. Nous partirons encore de... C'est une chance pour Franceville, de l'Haut-Oué, pour partir du Haut-Oué en passant par Mwanda, Mounana, Lastourville, Kulamutu, Mimongo pour prendre l'autoroute à Mouila, évidemment en s'occupant de Pana pour refaire la route correctement de Pana pour prendre la nationale qui passe par Kulamutu et partir d'Ibonji pour Ngwassa, prendre la route qui part de Kulamutu à Mimongo, Mouila. Nous partirons de Malinga, Mbigou, les Bamba pour prendre l'autoroute à Ndende. Nous partirons aussi de Malinga, puisqu'il y a les Kindu, il y a Nzenzele, pour arriver à Lebamba et ensuite continuer. C'est pas tout, nous partirons
Mabanda pour prendre l'autoroute à Niali et Moulengi Binza pour prendre l'autoroute à Chibanga. Mais vous donnez combien d'années pour réaliser toute la Laissez-moi connexion d'abord, laissez-moi, parce que de ces voies sur l'ensemble du quand territoire? je parle, il faut que les Gabonais sachent qu'ils sont Oui, pris en compte. on a compris, mais selon vous, en combien d'années vous allez réaliser tout? Laissez-moi, je vous réponds. Nous partirons donc de Gamba. Ah, vous n'avez pas fini. Pour prendre l'autoroute à Lobumo, ouais. Nous partirons de Moabi pour prendre l'autoroute à Chibanga et de Moabi pour prendre Est-ce que ce n'est pas un discours populiste, là, Pierre? Pas du tout, c'est pensé. Il faut savoir que j'ai été commissaire général à l'aménagement du territoire. En combien d'années vous j'ai pensez été que plusieurs vous pouvez fois réaliser ministre ce de projet? l'aménagement. Ce projet fera appel à tous les États, à tous les pays qui veulent aider le Gabon à asseoir son développement. Nous le ferons en même temps avec non pas une seule entreprise, plusieurs entreprises. Alors, je veux quand même vous entendre. Et j'ose espérer que dans les 7 ans, on verra bien que le projet a beaucoup évolué parce que les tronçons comme Coco Beach, Ntoum, ça devrait pouvoir se faire assez rapidement. Alors, je voudrais quand même vous entendre, Pierre Claver Manganga Moussavou, toujours en ce qui concerne la provincialisation, sur 2 pans qui me paraissent être importants aujourd'hui, en 2022, au XXIe siècle. C'est la problématique liée à la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, c'est la majorité sur le continent africain. Ça représente donc évidemment l'espoir. C'est aussi la majorité, je pense, au Gabon, dans notre pays. La place des jeunes dans votre projet? Les jeunes ont une place prépondérante. Mais j'entends d'ici les gens de Yetsu et de Port-Gentil me dire, et nous, par rapport à la route, nous partirons de Yetsu pour le PK3 route Ndende, de Yetsu pour Moutam-Sanofumu, et nous partirons de Port-Gentil pour Ombwe, Manji, pour prendre l'autoroute à Yombi, et nous aurons terminé avec la route du développement. Maintenant, parce qu'il y a des gens qui pouvaient se poser la question de savoir, et nous. Et s'agissant des jeunes, les jeunes... L'employabilité. Si vous n'avez pas conscience qu'il faut s'occuper des jeunes, c'est que vous avez raté votre présence à la tête de l'État. Et comment Pierre Claver Manganga Moussavou D'abord, souhaite-t-il s'occuper des jeunes? L'État ne pouvant pas employer tous les jeunes, on fera le maximum pour que tout le monde soit occupé au niveau de la fonction publique, mais l'État ne peut pas tout faire. Nous allons dégager 15 milliards chaque année pour que le jeune qui termine ses études puisse bénéficier d'un soutien pour qu'il crée son entreprise, pour que la femme qui vend au marché, donc le secteur artisanal, puisse bénéficier du soutien de l'État, pour que celui qui va même à la retraite puisse aussi bénéficier des possibilités de ne pas se dire j'ai terminé de travailler, maintenant je vais me prélasser. Non, il faut qu'il continue parce qu'il a encore un rôle à jouer pour l'encadrement des jeunes par un projet qu'il peut susciter. Et je dirais aussi, les jeunes, il faut qu'ils soient bien formés. La construction des universités. De rajouter une université à Franceville, parce que c'est pas celui technologique n'est pas suffisant. Créer une université à Oyem, créer une université à Port-Gentil, pas seulement l'école de commerce dont on dit qu'on appelle pompeusement université internationale, créer une université à Mouila et créer aussi des appendices d'universités dans d'autres localités parce qu'il faut que les enfants restent au plus près de leurs parents pour éviter qu'il y ait une dispersion et pour éviter que les enfants aillent à l'aventure. Il y a beaucoup de situations déplorables parce que les parents n'ont pas pu s'occuper de leurs enfants ou que les enfants sont partis très tôt de chez leurs parents. Donc nous allons faire en sorte, en dehors des 25 000 francs donnés à la naissance jusqu'à la fin, donc jusqu'au décès, le revenu minimum universel de solidarité, les jeunes, dès qu'ils ont leur bourse, il n'est plus question d'âge. On leur donne
3 années de crédit pour un enseignement supérieur court, ou 5 ou 10 années de crédit pour prolonger leurs études, parce que c'est un investissement d'importance. Et sans cet investissement, le Gabon ne pourra pas s'en sortir. Pierre-Claver Moganga Moussabou, on n'entend presque jamais les acteurs politiques de l'opposition, notamment sur les questions liées au développement durable. La provincialisation est-elle assise également sur le développement durable qui est aujourd'hui un enjeu planétaire international? Vous voulez parler de l'environnement? Bien sûr. Vous savez, je suis écœuré tous les jours, puisque moi je suis l'un des rares hommes politiques qui pratique la route pratiquement toutes les semaines. Je suis écœuré de voir le nombre de camions transportant des grumes. J'en ai encore vu aujourd'hui. Vous pensez que vraiment c'est comme ça que nous allons sauver notre environnement et sauvegarder quelque chose pour nos enfants? Quand on a comme l'impression que les gens ont une échéance, qu'il faut tout prendre avant cette échéance. Mais il y a une activité qui est réglementée dans notre pays. Le bassin forestier ou le couvert forestier gabonais n'est pas du tout menacé, à ce que je sache. Vous avez des chiffres? Vous pensez? Par rapport à la superficie? Bien sûr. Vous pensez? La situation n'est pas catastrophique quand même. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a un discours lénifiant qui rassure. Est-ce que vous avez les données? Est-ce que vous pouvez les mettre à la disposition des Gabonais là maintenant en direct? Si vous dites que le couvert forestier gabonais est en danger, quels sont les outils et les informations qui vous permettent de vous le dire? Il suffit de voir les grumiers circuler. Non, il suffit d'être un bon observateur pour dire d'abord, le bois qui est sorti de chez nous ne profite même pas aux Gabonais. Que ce soit le Kevazingo ou autre chose, si vous voulez qu'on parle du Kevazingo, on reviendra là-dessus. Je vous pose la question. Donc, je vous dis que le bois qui est sorti de nos forêts ne sert pas le Gabon et les Gabonais. Sert quelques exploitants forestiers, dont les plus hautes autorités. Mais Pierre-Claver, laissez-moi affirmer des choses et vous allez les vérifier. Vous comprendrez que lorsque vous avez envie de construire une maison, il vous manque affreusement de bois, ou on vous applique des prix tellement excessifs que vous y renoncez. Et ça, moi, je ne pourrais jamais l'accepter une fois président, que les Gabonais n'aient pas à utiliser leur bois. C'est pourquoi dans le projet de société du Parti social-démocrate, il est dit qu'avec les présidents des conseils départementaux, les chantiers forestiers doivent consentir au moins le tiers du bois pour construire l'habitat dans nos villages et permettre aux Gabonais de pouvoir accéder au bon bois pour construire leur maison et meubler correctement leur environnement. Et pour ce qui est du changement climatique, de la préservation de l'environnement, c'est pourquoi je vous dis que je suis d'accord, mais je souffre à l'idée que plus qu'avant, plus on parle de l'environnement, plus on détruit notre environnement. Et ce discours que nous employons, il est fait pour les Occidentaux, mais la réalité que nous vivons, pouvez aller à l'intérieur, interroger les Gabonais, mais sur la route, on vous dira que c'est une véritable catastrophe. Et vous savez qu'avec le drame de Makongoni, de Massika, on avait interdit que les grumiers circulent les samedis et dimanches. Ils ont eu une dérogation. Alors, ils ont une dérogation des pouvoirs publics, c'est-à-dire ils peuvent circuler. En même temps, cela a été fait pour que les Gabonais qui veulent aller à l'intérieur du pays faire l'agriculture le fassent en toute quiétude. En même temps, cette disposition est balayée pour laisser place à des gens qui exploitent sans vergogne notre forêt et qui ne nous rapportent pas grand-chose, mais si ce n'est rapporter de l'argent dans les poches de ceux qui sont à la tête ou qui sont en confidence avec ces exploitants forestiers. Pierre-Claver Moganga Moussabou, alors est-ce que vous pensez qu'il est réaliste que l'on puisse mettre en
relief ou appliquer la politique de la provincialisation sans qu'on ait de façon définitive acté la loi sur la décentralisation. Est-il possible qu'il y ait une provincialisation sans que la loi sur la décentralisation Mais n'ait été... la loi sur la décentralisation telle qu'elle est faite, elle est molle. Et ça prouve bien qu'il n'y a pas de volonté de décentraliser. Vous savez, c'est quoi la décentralisation? Quand moi je parle de déconcentration, c'est parce que je veux donner à chaque province 20 à 30 milliards chaque année. Et avec des fonctionnaires qui sont sous la seule responsabilité des gouverneurs. Et ainsi, même les salaires, ça résout beaucoup de choses. Vous êtes salarié, vous êtes dans un village, on viendra vous payer dans ce village pour éviter que vous ne désertiez votre village pour aller chercher prétendument votre salaire en ville. Et si vous arrivez, vous êtes affecté, le gouverneur signe, ou l'ADAP si c'est dans l'enseignement, et vous touchez votre salaire à la fin du mois dans le chef-lieu de province ou dans le chef-lieu du département où on vient vous payer dans le village. Fini la distance entre le fait d'être embauché et de bénéficier d'un salaire, parce qu'il se passe parfois une attente morbide de 5-6 ans, attendre qu'on vous donne votre salaire, alors que les choses doivent être modernisées, réadaptées pour que celui qui travaille ait tout de suite son salaire. C'est ça les avantages, par exemple, de la provincialisation. Mais, voyez-vous, notre pays, le Gabon, a besoin vraiment d'aller de l'avant. Parce que tout ce qui rentre ressort. Si je mets les 15 milliards pour les populations, pour que les gens, les Gabonais s'approprient le développement, c'est parce que je ne veux plus voir que le secteur artisanal soit aux mains des étrangers. Je ne suis pas contre. Ils viennent nous apporter leur force de travail, mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre place. Donc, il faut que nous, Gabonais, nous ayons la haute main sur notre économie et sur les moyens qui sont les nôtres pour nous assurer que nous avons la maîtrise de notre propre développement. Il nous reste 5 minutes avant de mettre un terme à notre émission, donc le métronome. Je voudrais qu'on termine cette émission par une actualité qui prévaut dans notre pays depuis le week-end dernier, relatif donc à ce qu'on peut désormais appeler l'affaire Guizoba Ndama, du nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, qui a donc été saisi à la frontière entre le Gabon et le Congo avec une somme d'1 milliard 190 millions de francs CFA. Se posent deux problèmes par rapport à cette actualité. Le problème de la responsabilité des acteurs politiques que vous êtes en termes d'éthique, puisqu'on parle de moralisation de la vie publique, mais du devoir d'exemplarité qui doit être le vôtre en rapport avec la paupérisation des populations. On vit quand même dans un pays où plus de 90% de la population est pauvre. Vous considérez comme étant les élites, et on dit que c'est cette élite-là qui capte l'essentiel de la richesse du pays. Donc vous avez un devoir d'exemplarité en tant qu'acteur politique. Donc c'est le premier point. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Pierre Claver Manganga-Boussavo? Parce que je sais évidemment que vous êtes au fait de cette actualité, comme tous les Gabonais. Et d'ailleurs, cette actualité est allée au-delà des frontières du Gabon. Pierre Claver Manganga-Boussavo, comment vous avez réagi? Je vais vous surprendre. Vous savez, quand on veut bâtir une vraie démocratie, on prend soin d'appliquer la démocratie, d'appliquer tout ce qu'on décide ensemble. On a décidé de financer les partis politiques. On ne les finance pas, même pas leur fonctionnement. On a décidé de financer les campagnes. On finance à peine, mais vraiment de manière dérisoire, les élections locales, les élections législatives, mais pas les élections présidentielles. Or, c'est la mère de toutes les élections qu'on ne finance pas, au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que celui qui est à la tête de l'État prend pour lui l'argent de tous, ne redistribue pas pour que chacun ait la chance de se battre avec les moyens. Aujourd'hui, le PDG a tout fait pour donner l'idée que
pour gagner une élection, il faut de l'argent. L'argent qu'ils prennent dans les caisses de l'État, qui appartient à nous tous. Mais pourquoi est-ce que mais pourquoi ça devait être le gouvernement qui devrait financer le fonctionnement des partis politiques? Parce que, comme le gouvernement finance les journaux qui contribuent au rendu de la démocratie et qui donnent des alertes, de la même manière, la démocratie a un coût. Il faut financer le fonctionnement des partis, il faut financer les campagnes. Enfin, ça devient des entreprises. Si j'entends bien, des partis politiques, on les crée pour que ce soit des entreprises. Non, parce que ce n'est pas tout le monde qui y a droit. Ni a droit, un parti a droit au financement, à son fonctionnement, quand il remplit un certain nombre de critères. Et quand cela est admis par tous, le gouvernement doit l'appliquer. Et comme on a habitué les Gabonais, non pas à adhérer à une idéologie ou à un programme, mais à suivre, parce qu'on a affamé les Gabonais, à suivre celui qui a de l'argent, ceux qui ont de l'argent, celui qui a de l'argent, c'est le PDG. Alors vous justifiez la rentrée d'1 milliard de francs CFA sur le territoire? Non, laissez-moi vous dire, parce que moi je ne réagis pas comme le citoyen lambda. Et c'est ce qui fait qu'à l'approche de certaines élections, je ne dis pas qu'il s'agit de ça, à l'approche de certaines élections, on essaie de trouver des moyens ici et là pour ne pas faire piètre figure. Parce que vous pouvez avoir un bon discours, si vous n'appuyez pas ce discours par des moyens financiers, vous n'aurez strictement rien parce qu'on a pollué l'atmosphère. Mais vous êtes des modèles. Si Pierre Claver, j'en arrive, laissez-moi vous expliquer ce qui peut pousser un acteur politique à recourir à des financements extérieurs. Je ne dis pas qu'il s'agit de ça parce que je ne connais pas la quintessence. Des financements aujourd'hui jugés occultes puisque le président Guidzo Bandama, jusque-là, n'a pas encore pu prouver la provenance de ces fonds puisqu'il n'a pas pu présenter les justificatifs. Je dis que je ne m'occupe pas pour l'instant, je ne me prononce pas sur l'affaire Guidzo Bandama. J'explique ce qui peut arriver à tout le monde, tout acteur politique qui ne veut pas être à la remorque, essaie de trouver de l'argent. S'il ne le trouve pas à l'intérieur du pays, même si c'est interdit ailleurs, se met en difficulté vis-à-vis de son pays. Ici, il s'agit de l'Afrique, de la CEMAC, où il est autorisé le transfert de flux d'argent. Mais en présentant quand même des justificatifs. Non, ce n'est pas tant les justificatifs, mais en faisant la déclaration. Mais la loi est claire, hein, on l'a tous lu. On l'a fait en faisant la déclaration. À partir d'1 million, il faut déclarer qu'on a plus d'1 million. Mais vous êtes libre, on ne va pas vous sanctionner parce que vous avez des milliards que vous transportez, mais il faut faire la déclaration. Il faut justifier la provenance. Il faut faire la déclaration. Je ne sais pas s'il faut justifier la provenance. Mais le substitut du procureur du tribunal Franceville l'a bien dit hier. Bon, il veut... Ce que le procureur a dit, c'est qu'on veut savoir d'où vient cet argent et pourquoi faire. D'où vient cet argent et pourquoi faire. Bon, moi je n'entre pas dans ce débat. Je n'entre pas dans ce débat. Parce que ceux qui rentrent au Gabon et ceux qui sortent et qui est dans les paradis fiscaux, c'est un scandale. Ce que je suis d'accord avec vous pour dire que la vue pour le peuple d'autant d'argent exposé ainsi est scandaleux. La vue de tant d'argent pour un peuple qui a faim, que ce soit le peuple gabonais ou venant du Congo, le peuple congolais, cela montre à suffisance qu'il y a un problème d'éthique, effectivement. Et qu'on doit le faire avec un peu plus de discrétion. Que ce soit les gendarmes qui exposent de telles sommes parce qu'on ne sait pas ce que ça peut provoquer, que ce soit ceux qui transportent de l'argent, il faut qu'il y ait un peu plus de discrétion, même si c'est leur argent. Donc c'est pour vous dire que je n'entre pas dans les débats pour juger
Non, qui que ce soit. C'est pas ce qu'on vous a demandé. J'explique tout simplement que parfois, on est poussé à aller à l'extérieur, trouver de l'argent, parce qu'il faut être dans la course, et ce qui fait que quand vous n'avez pas d'argent, vous accompagnez uniquement les autres, et le PDG a montré ce mauvais exemple qui, sans qu'il y ait des projets réalisés, attend au moment des élections pour donner qui 5 000, qui 10 000 à des citoyens qui ont faim et qui, malheureusement, le Gabonais, c'est quelqu'un qui n'est pas resquilleur. Vous lui donnez 5 000, il vous le restitue en allant voter, même si c'est lui, même si c'est vous qui l'avez affamé. Ce sont vos futurs électeurs. Merci beaucoup Pierre Claver Manganga Moussa. Je rappelle que vous êtes donc président du Parti social-démocrate et vous nous avez fait l'honneur d'être donc le premier invité de cette nouvelle émission dans la grille des programmes de Télé Africa, le Métronome. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement dans d'autres émissions ou même dans le Métronome pour continuer à décrypter l'actualité qui prévaut dans notre pays. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je vais revenir ici, d'autant plus que vraiment la discussion est on ne peut plus fluide et puis nous pouvons débattre de tout. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.